Fresh Morning. Fresh Morning. Jean-Paul est avec moi. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Et à la forme? Oui. On parle de quoi pour l'actualité internationale? Eh bien, on va parler de la transition aux États-Unis. On l'a appris hier matin que Donald Trump, dans un tweet qu'il avait publié lundi soir, ne reconnaissait pas sa défaite. Il reste toujours sur cette position-là, mais néanmoins avait donné des instructions à son administration pour démarrer la transition. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça veut dire qu'à partir de maintenant, s'ouvre de manière officielle la période de transition. Alors, dans la Constitution américaine, la transition dure 11 mois. En dépit des 2 semaines qui sont déjà perdues, il va rester à peu près 9 semaines à l'équipe de Joe Biden pour entrer en fonction, pour préparer son entrée en fonction. En fait, c'est ça la transition. Alors, c'est une période sur le plan du droit constitutionnel aux États-Unis où on a 2 présidents. On a un président qui n'a plus la légitimité du peuple, puisque son mandat est terminé, ou éventuellement il a perdu l'élection, mais il garde l'autorité constitutionnelle, il garde les pleins pouvoirs que lui confère la Constitution. Et d'un autre côté, on a un président qui est légitime, puisqu'il vient d'être élu, mais qui n'a pas l'autorité constitutionnelle, donc qui n'a pas le pouvoir effectif. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'il y a 2 présidents aux États-Unis? Oui, il y a 2 présidents aux États-Unis, c'est ce que j'explique. On a un président légitime, mais qui n'a pas le pouvoir constitutionnel, et on a un président qui n'a plus la légitimité, mais qui garde le pouvoir que lui confère la Constitution, du moins jusqu'à la fin de la période officielle de la transition, qui est le 20 janvier. Et donc, quand Donald Trump dit qu'il a donné le feu vert à son administration, en fait, il parle d'une administration en particulier, c'est la GSA, la General Service Administration, ou si vous voulez, l'administration générale des services. C'est une agence fédérale qui, justement, assure un peu, en quelque sorte, l'intendance de la plupart des services fédéraux. Et donc, cette General Service Administration est dirigée par une femme qui s'appelle Emily Murphy. C'est une fidèle parmi les fidèles de Donald Trump. Et c'est un poste qui, jusqu'à présent, était totalement inconnu du grand public, jusqu'à ce que l'on découvre que en fait, c'est elle qui détient les clés de la transition, puisque c'est à partir de sa signature, c'est elle qui déclenche officiellement la transition. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle a signé, elle a certifié les votes qui ont été transférés par les différents États, et bien, une fois que, évidemment, le décompte est fait et que, au regard des résultats, il est clairement établi qu'il y a un vainqueur à l'élection présidentielle, et donc elle doit faire ce rapport-là, certifier ces résultats-là et déclencher la transition. Le déclenchement de la transition se fait à plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est d'abord le décaissement financier de la transition, parce qu'il faut savoir que jusqu'en 1961, c'est-à-dire à l'arrivée de John Fitzgerald Kennedy à la Maison-Blanche, la période de la transition était financée uniquement par les partis, le parti vainqueur, le parti qui devait accéder au pouvoir, et un certain nombre de bénévoles qui apportaient leur contribution pour aider justement le futur président à organiser la future administration, à prendre possession des dossiers. Et donc, tout ça là demandait toute une logistique qui avait un coût. Et comme ce coût-là était exorbitant, il était parfois difficile pour les partis qui arrivaient au pouvoir de pouvoir sereinement préparer cette transition-là. Parce que quand vous sortez d'une élection présidentielle, surtout aux États-Unis, où vous dépensez des sommes faramineuses, eh bien, en général, les caisses du parti sont sérieusement entamées. Et donc, lorsque la transition arrive, elles n'ont plus suffisamment de moyens pour pouvoir organiser de manière efficace la mise en œuvre de la future administration qui va arriver au pouvoir. Et donc, c'est la raison pour laquelle John Fitzgerald Kennedy, lorsqu'il arrive en 61 à la Maison-Blanche, il est confronté à cette situation et donc ne veut plus que celle-ci se reproduise. Et donc, il va mettre en place une commission, et c'est cette commission-là qui va, à l'issue de ces travaux, préconiser que le financement de la période de transition ne soit plus à la charge ni des partis politiques, ni des bénévoles, mais plutôt à la charge du gouvernement fédéral. Et c'est la raison pour laquelle donc un budget de 900 000 $ va être voté en 1962, et c'est ce premier budget-là qui va permettre justement au futur président, notamment Lyndon Johnson, qui sera élu en 1964, de pouvoir évidemment
Non, il ne pas en 64, en 68, parce qu'en 64, il était déjà président et donc il n'y a pas eu la nécessité de déclencher ce budget-là. Mais par contre, pour Nixon, lorsqu'il va arriver au pouvoir en 68, c'est lui qui va être le premier bénéficier de ce budget. Et donc, il va en être ainsi, mais au fur et à mesure que les années vont passer, eh bien évidemment, les coûts liés à la période de transition vont augmenter. Pourquoi? Parce que le président et le vice-président élus doivent faire de nombreux déplacements, ils doivent rencontrer des personnalités pour déterminer non seulement les membres de leur cabinet, mais aussi les responsables de la plupart ou de l'ensemble des agences fédérales qui, eux aussi, devront choisir leurs collaborateurs. Donc, cela nécessite beaucoup de moyens logistiques et donc tout ça a un coût. Et donc, jusqu'à Ronald Reagan, lorsque celui-ci va arriver au pouvoir en 1980, il va estimer que le coût de 900 000 $ était largement insuffisant et donc il va demander un relèvement du plafond. Et donc une commission va siéger sur cette question-là et va relever le plafond à 3 millions de $ et il va en être de même jusqu'en 2000 où en 2000 on va relever le plafond, mais non pas parce que le coût était insuffisant pour la période des 11 semaines, mais parce qu'en 2000, il ne faut pas l'oublier, il va y avoir d'abord le fait que le directeur de la GSA à l'époque avait estimé qu'au regard des résultats qui avaient été donnés avant ceux de la Floride, eh bien, il n'y avait pas véritablement un consensus sur celui qui devait être le futur président. Il faut savoir que les résultats à la Floride étaient sortis à peu près 2 semaines après le reste du pays parce que c'était le dernier État clé qui restait et c'est cet État-là qui aurait été déterminant par la suite pour désigner George W. Bush comme vainqueur de l'élection. Et donc, pendant 2 semaines, eh ben, il ne va pas déclencher la transition et donc ça va faire que, étant donné que le laps de temps était beaucoup plus court, eh ben, il aura fallu à l'équipe de George Bush fils de plus de moyens étant donné que le temps est beaucoup plus court et donc on va relever le plafond à son montant actuel qui est de 6 millions de $. Et pour ce qui concerne la transition avec Joe Biden, donc c'est Emily Murphy, donc, qui, elle, déclenche la transition en permettant déjà le décaissement de ces fonds fédéraux là pour permettre à la future équipe d'organiser leur équipe de travail. Et puis la deuxième chose, c'est qu'elle aussi, en dehors de ces fonds fédéraux là, elle envoie une note à l'ensemble des directeurs ou à l'ensemble des responsables des différentes agences fédérales pour leur demander de travailler avec la future équipe. Et puis à côté, il y a l'ensemble des ministères qui vont également enclencher cette phase de transition-là en travaillant avec les équipes désignées par Joe Biden en fonction des différents ministères pour faire 3 choses essentiellement. La première, c'est prendre connaissance des dossiers en cours. Deuxièmement, prendre connaissance de toutes les informations sensibles, surtout en matière de sécurité, ou sécurité soit économique, soit politique ou autre. Et puis, la troisième chose, c'est faire un peu un historique de ce que l'équipe sortante aura fait pour être mieux imprégnée, si tu veux, de la situation du pays au moment où ceux-ci devront entrer en fonction. Et donc, ces équipes sortantes-là ont, surtout ça c'est le point extrêmement important, le devoir de prévenir les futures équipes de tout danger imminent dans tous les domaines que ce soit pour évidemment permettre que cette transition-là se fasse de la manière la plus facile possible et afin de permettre aux nouvelles équipes de n'être pas pris de court s'il y avait un événement qui survenait et auquel ils ne pouvaient pas s'attendre. Et donc ça, c'est le deuxième point extrêmement important. Et puis la troisième chose, c'est également pour permettre au Sénat de commencer à se préparer parce qu'il ne faut pas l'oublier que le Sénat doit rentrer en congrès, enfin le Sénat doit rentrer en séance, si on peut dire, extraordinaire le 6 janvier prochain. Or, le 3 janvier, il doit y avoir d'abord les dernières élections sénatoriales pour l'État de Géorgie. Il faut savoir que jusqu'à présent, on a une vision de l'ensemble des sénateurs désignés de tous les États, sauf la Géorgie, parce que le 3 novembre dernier, les suffrages
suffrages n'ont pas pu partager les candidats démocrates et républicains. Donc il va y avoir un prochain tour le 3 janvier. Une fois que l'on aura connu la coloration finale du Sénat, qui des démocrates ou des républicains seront vainqueurs, parce qu'il faut savoir que les deux partis sont coude à coude, hein. Chacun des partis a 48 sénateurs, et donc le choix des deux sénateurs de Géorgie va être particulièrement déterminant, étant donné que Kamala Harris, qui est la vice-présidente, constitue une voix supplémentaire pour le Sénat, mais cette voix-là ne sera prépondérante que dans la mesure où on a un nombre exact de sénateurs, aussi bien du côté démocrate que du côté républicain. Donc, le 3 janvier sera une date extrêmement aussi importante à regarder pour voir évidemment de quel côté va basculer le Sénat, parce que ça va être déterminant dans le processus de désignation des futurs responsables ministériels et des responsables des agences fédérales, parce qu'il faut savoir que la validation du choix de l'exécutif dans les postes, aussi bien au niveau de la Maison-Blanche, donc au niveau du gouvernement fédéral, qu'au sein des agences fédérales, incombe au Sénat. Donc c'est le Sénat qui entérine les choix qui sont déterminés par le chef de l'exécutif. Donc ça, c'est particulièrement important, parce qu'on se rappelle par exemple que lorsque Barack Obama, dans son premier mandat, il n'avait pas eu ce souci-là, parce que, évidemment, le Sénat était à consonance démocrate. Mais on a vu, par exemple, d'autres présidents avoir un peu maille à partir, hein, parce que lorsque, évidemment, ils étaient arrivés en fonction, c'était le cas de Bill Clinton. Voilà, je cherchais en 94. Lorsque lui, il arrive, lui, il a un peu, en 92, lui, il a un peu maille à partir, parce que le Sénat est de coloration républicaine, et donc à chaque fois il va falloir batailler fort pour imposer, ou du moins faire imposer ces candidats à différents postes par le Sénat. Donc ça, c'est vraiment un élément extrêmement important. L'autre partie qui est intéressante pour Joe Biden, c'est-à-dire que la Chambre des représentants, on le sait, elle reste démocrate, même si le nombre d'élus républicains comparé à l'ancienne législature a augmenté, mais la Chambre des représentants reste dans la main des démocrates, parce qu'évidemment, c'est cet organe-là qui a aussi des pouvoirs extrêmement importants, notamment dans celui du vote du budget, notamment le budget fédéral. Donc, tout ça, évidemment, va commencer à se mettre en branle. Et puis, le 6 janvier prochain, donc, comme je le disais, le Congrès, une fois que l'on aura, on aura les noms de tous les membres du Congrès, enfin, les membres du Sénat, parce que le Congrès, c'est la Chambre des représentants et le Sénat. Donc, tous les membres du Sénat seront connus. C'est à partir de ce moment-là qu'un autre travail d'accélération va se faire, parce qu'ils n'auront qu'à peu près 14 jours, donc 2 semaines, entre le 6 janvier et le 20 janvier, pour valider l'ensemble des propositions de nomination qui leur seront faites par l'équipe de Joe Biden sur l'ensemble des postes qui relèvent évidemment de la discrétion du chef de l'exécutif. Donc, ils ont perdu, les États-Unis 2 semaines dans la transition, parce que, évidemment, Donald Trump refusait de reconnaître sa défaite, mais le fait qu'il ait désigné, qu'il ait déclenché officiellement le processus de transition révèle effectivement qu'il a reconnu en quelque sorte sa défaite. Il a reconnu sa défaite, et il reconnaît que, évidemment, Joe Biden doit être celui qui va lui succéder à partir du 20 janvier prochain. Merci Jean-Paul qui revenait sur l'actualité internationale. On était encore du côté des États-Unis ce matin. Restez connectés sur Urban FM 104.5, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. Da Fresh Morning.